Je parle de féerie à propos de ce texte, justement, quand on songe à cette espèce de dimension aussi réaliste, sociale et romanesque, avec des personnages en relation qui s'aiment, qui s'affrontent, qui se trahissent, etc. Évidemment, au-delà de ça surgit un environnement beaucoup plus vaste, historique, mythique. Il arrive par exemple que une voisine de quartier, on apprend dans la lecture que son père est arrivé dans la région avec les Romains, ce qui est absolument invraisemblable, mais dans une sorte de projection que je m'autorise mythique, on bondit comme ça dans la trame, dans l'histoire même d'un personnage, on saute par-dessus le 1000 ans d'histoire. Ça, c'est ce que j'appelle un peu la dimension féerique ou fantaisiste, qui est un peu à la fois au plan du fond de ce texte, mais de la forme elle-même. C'est-à-dire que ce que j'entends par féerie, c'est ce que je crois être, moi, spécifiquement la dimension de l'art, quoi, au-delà du document. C'est-à-dire que le réel passe par une espèce de transfiguration à le supposé réel. C'est-à-dire que l'existence ou la vie, elle passe par une transfiguration par la langue qui le restitue dans toute sa profondeur inépuisable. Et c'est cette transfiguration-là qu'est le plan féerique, où elle va être musicalisée, elle va être rythmisée, elle va être colorée, elle va apparaître telle qu'en réalité on la regarde, telle qu'en réalité on regarde la réalité, tel qu'un artiste regarde la réalité, et la restitue par l'expression de façon féerique, au moyen de la féerie. La féerie, c'est évidemment tout chante dans ce texte, une promenade dans la rue devient féerique dans le sens où tout s'exprime, l'histoire sort des pierres de la ville, qu'elles soient anciennes ou modernes. L'histoire, le passé, sort et s'y exprime parce qu'elles y sont. C'est pas une fantaisie de l'artiste qui délire la réalité, c'est la chose dans la réalité, l'histoire d'une maison, par exemple, tous ces drames antérieurs qui vont remonter justement peut-être jusqu'à la Bible, par exemple, parce qu'elles sont dedans. Et pour les faire sortir, il faut les mettre en rythme, en musique, et donc en féerie. Et donc la féerie, puis il y a aussi cette dimension. Bon, il se trouve que là, il y a une féerie qui parle de beaucoup d'aspects, et confine à l'horreur, par exemple, macabre, la violence, enfin, la féerie, pas seulement le fait des faits, quoi. Bon, il y a beaucoup la forêt aussi dans ce texte, la mer, la forêt, il y a les fées, mais il y a aussi, je sais pas, des créatures. Bon, c'est pas un texte fantastique, hein, je précise, c'est pas un texte de fantaisie fantastique, mais la description simple, réaliste d'un corps vivant s'ébranle musicalement, quoi. Et cette chose centrale dont je parlais au début, au point de vue narratif, c'est-à-dire la hantise du narrateur à son adolescence par une entité hostile, l'entité métaphysique hostile, c'est un peu le surgissement dans la croissance de ce narrateur, de la puissance de la féerie, qui vit, lui, dans une angoisse terrible. C'est-à-dire que, justement, dans ce texte-là, à un moment de la vie du narrateur, le réel, je viens s'adresser à lui comme une menace. Un enchantement et une menace, mais d'abord une menace. Une menace qui court tout le long de ce texte, qui est un peu qui va produire son basculement justement vers la perdition, vers la perdition. Et il l'aperçoit comme une force menaçante surgissant du réel, des êtres, des arbres, des animaux, pour parler, et sans doute parce que ces choses charrient ce fond mythico-légendaire, mondial, continental, mondial, qui apparaît à sa conscience, et qui la brille en quelque sorte. Donc la féerie, c'est ça. La féerie, l'enchantement.
Et l'enchantement, c'est pas nécessairement... C'est un chant un joyeux, un chant d'amour, un chant... Mais c'est aussi un chant d'angoisse, un chant des ténèbres, un chant... Et beaucoup, dans ce texte, beaucoup de chants des ténèbres.